pour commencer. En fait, votre travail porte depuis longtemps sur le monde universitaire palestinien et les conditions de production du savoir sous occupation. Comment, en fait, l'université palestinienne s'est-elle construite historiquement dans un contexte de domination coloniale, militaire et politique? Alors, il y a plusieurs manières de répondre à votre question parce qu'il y a plusieurs temporalités avec lesquelles on pourrait répondre. Je voudrais d'abord mentionner ce qui est très peu su en fait à propos de, de la Palestine et en particulier de la bande de Gaza, c'est qu'il y a une histoire de longue durée de l'enseignement supérieur et de la vie intellectuelle et scientifique. Il y a une histoire de longue durée dans la région, originaire même de la Palestine et originaire de Gaza en particulier. Hein. On a une histoire qui a plus de 4000 ans. Enfin, c'est l'historien palestinien Nour Masalha qui nous explique cela dans son livre. Il écrit un livre qui s'appelle Une histoire de 4000 ans concernant la Palestine. Et en particulier à Gaza, il y avait une école de rhétorique. Hein. On appelait Gaza l'Athènes de l'Asie. Quand les étudiants voulaient compléter une formation supérieure, ils allaient c'est l'équivalent de la Ivy League nord-américaine, et ben ils choisissaient parfois d'aller à Gaza se spécialiser en rhétorique. Il y avait une école de rhétorique très importante qui a laissé beaucoup de traces et qui sont aujourd'hui étudiées par les historiens de l'Antiquité tardive au troisième et au quatrième siècle de l'ère chrétienne. Donc voilà, moi, il m'importe toujours de rappeler que on n'est pas dans une terra nullius coloniale. Lorsqu'on parle d'université en Palestine, on parle d'une région qui est un carrefour culturel de par sa géographie. Les savants, les intellectuels et les idées circulent jusqu'au sionisme. Et donc, il y a quelque chose qui s'arrête, en fait, avec l'installation des colonies sionistes. Et donc, c'est à partir de là que moi, j'ai commencé mes recherches, en fait, dans une historicité beaucoup plus courte. Et dans cette historicité courte de l'enseignement supérieur en Palestine, euh, à partir du moment où le sionisme, les projets sionistes s'installent en Palestine. Ils le font dans les valises du mandat britannique, hein, que vous connaissez bien. Donc le mandat britannique commence à la chute de l'Empire ottoman en 1917 et commence à fixer des frontières qui commencent à devenir de plus en plus difficiles à passer. Mais jusqu'alors, les étudiants et étudiantes palestiniennes et palestiniens allaient pour compléter leur formation qu'ils avaient commencé au primaire et au secondaire, parce qu'il y avait des écoles pendant l'Empire ottoman qui existaient au primaire et au secondaire, et même des instituts de formation des maîtres et des enseignants qui existaient à Jérusalem, par exemple. Ces intellectuels-là allaient, et ces universitaires allaient compléter leur formation à Beyrouth, au Caire, parfois en Turquie. Et donc, il y avait une vie régionale qui se faisait à l'échelle de l'Empire ottoman. C'est la colonisation britannique et ensuite le sionisme qui mettent fin à cette circulation. Et c'est à partir, en fait, en particulier de la Nakba en 1948, dans un troisième temps, qu'une autre réalité émerge, qui découpe, enfin qui pulvérise en fait la société palestinienne, qui crée une diaspora mondiale de Palestiniennes et de Palestiniens, pas seulement dans les camps de réfugiés, mais aussi dans tous les pays du monde. Euh, on parle d'expulsés, de réfugiés et de déplacés. Et c'est ce mouvement dialectique en fait que je voulais amener, en fait faire comprendre, c'est que la Nakba, donc la catastrophe, c'est-à-dire l'expulsion massive des trois quarts des habitants palestiniennes et palestiniens de leurs terres par les troupes sionistes et ensuite par l'armée israélienne, ces Palestiniennes et ces Palestiniens vont euh, vont créer une diaspora en fait qui est forte aujourd'hui de 12 millions de personnes. Euh, dans le même temps,
Et ce qui est très peu su, en fait, c'est que les, les programmes scolaires avaient eu le temps d'être anglicisés. En fait, c'est-à-dire que l'occupant britannique avait imposé peu à peu l'usage de la langue anglaise dans les programmes d'enseignement scolaire au secondaire et puis dans les formations des maîtres. Si bien que lorsque la Nakba a lieu en 1948, il existe une élite d'intellectuels, de jeunes étudiants, étudiantes palestiniennes qui sont à la fois dans l'excellence scolaire, qui parlent l'anglais et qui sont capables en fait de rejoindre un certain nombre d'universités, pas seulement arabes au moment de 1948, mais aussi occidentales. Et donc c'est à partir de là que se crée en fait une connexion globale des intellectuels palestiniens et palestiniennes, hein, dont fait partie par exemple Édouard Saïd, qui sont à la fois dans l'excellence scolaire. Ce sont des élites quand même qui sont relativement riches pour un certain nombre d'entre eux et d'entre elles, mais pas seulement. Et donc c'est ce mouvement dialectique en fait de l'expulsion et de la connexion aux, aux flux globaux de savoir que je voulais amener en fait aux personnes qui nous écoutent, pour faire comprendre en fait que historiquement, euh, la Palestine est loin en fait d'être une terre vide, et encore moins une terre vide de savoir. C'est une terre qui est riche de savoir de par sa localisation, de par son histoire, de par son histoire universitaire. Euh, Ensuite, ce qui se passe, et donc c'est le dernier temps en fait qui m'a le plus que j'ai le plus étudié parce que c'est le moment que j'ai étudié, c'est la société palestinienne postérieure à 1967, c'est-à-dire une société que euh, que l'occupant israélien a réunifiée dans les frontières de la Palestine mandataire sous son contrôle colonial. À partir de 1967 et de la guerre des 6 jours, Israël occupe et colonise illégalement, évidemment, la Cisjordanie, qui était auparavant reliée à la Jordanie, et la bande de Gaza, qui était auparavant connectée au contrôle et à l'administration égyptienne. À partir du moment, en 1967, où l'armée israélienne prend le contrôle de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, elle coupe les frontières qui reliaient la Cisjordanie et les habitants de la Cisjordanie au reste du monde arabe et idem pour la bande de Gaza. Et à partir de là, une nouvelle réalité prend effet, une réalité qui fait que la jeunesse palestinienne n'est plus capable en fait d'accéder au savoir universitaire sur place. Elle est exposée au risque de l'exploitation au service de la machine coloniale israélienne, donc en fait qui est une machine qui promet l'exploitation aux jeunes et à la jeunesse palestinienne qui sont recrutés pour enrichir leurs colonisateurs, pour travailler sur les terres qui leur ont été volées, pour construire des maisons sur les terres qui leur ont été volées au profit de leurs envahisseurs. Et donc, en fait, c'est une réalité qui est et un avenir dont un certain nombre d'élites palestiniennes se rendent compte, en fait, que c'est un avenir qui est très négatif, qui est un avenir d'anéantissement, en fait, qui est une absence d'avenir en réalité. Et donc, en conjonction avec une élite politique palestinienne, l'Organisation de libération de la Palestine, à partir des années 70, qui va financer, donc c'est un financement public en grande partie, qui va aboutir aux décisions et à la fondation d'universités dans les territoires occupés palestiniens, en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, et ces nouvelles universités commencent à être créées dans les années 70, mais elles ne sont pas créées à partir du néant. Elles sont créées à partir d'institutions qui préexistaient dès l'époque ottomane, qui sont des instituts de formation des maîtres, qui sont des institutions en fait d'enseignement postsecondaire qui deviennent des universités
Et c'est à partir donc de 1967, et en particulier dans les années 70, que les grandes universités qu'on connaît, euh, Birzeit, Al-Najaf dans le nord de la Cisjordanie, à Naplouse, euh, Bethléem au sud de Jérusalem, en particulier Al-Quds, euh, une annexe de l'université d'Al-Azhar dans la bande de Gaza. Donc voilà, ça, c'est les grandes universités historiques. Ensuite, il y aura Al-Quds, en fait. Et ensuite, il y aura l'université Al-Khalil à Hébron de Polytechnique. Donc voilà, tout ça, ce sont un peu les grandes universités historiques qui sont créées à partir des années 70 et qui très vite sont l'objet de la répression israélienne. Voilà, je vais m'arrêter là pour le moment. Je vais vous laisser me poser des questions, mais voilà, j'ai un peu posé le cadre historique dans lequel existent encore aujourd'hui les universités palestiniennes. Non, mais Monsieur Jomani, c'est très intéressant et c'est essentiel, comme vous l'avez dit, de donner le contexte. En fait, dans vos recherches, notamment dans faire des sciences sociales en Palestine, vous montrez que produire du savoir en Palestine n'est jamais en fait un acte neutre. En quoi l'enseignement supérieur palestinien est-il à la fois un espace de formation, de résistance et de survie collective? Oui, alors c'est une très bonne question. On peut y répondre de plusieurs manières qui sont complémentaires, hein, qui ne sont pas exclusives. Ce qu'il m'importe à nouveau de convoyer, c'est qu'il n'existe pas de savoir neutre, hein. C'est ce qu'aide à comprendre en fait ma spécialité. Moi, je fais une sociologie politique des sciences. Et quand on fait là, sérieusement son métier de faire une sociologie politique des sciences, on comprend très vite qu'aucune science n'est neutre. Nous sommes tous et toutes prédéterminés par nos contextes, nos outils conceptuels, les questions que nous posons, celles que nous ne posons pas, la manière de les poser, nos intentions, nos émotions de recherche. Tout cela renvoie à des positions historiques concrètes. Euh, Toute chercheuse et tout chercheur qui prétend à la neutralité se trompe et trompe son public, mais cela n'empêche pas la rigueur et la lucidité. C'est un peu comme un vertige dialectique de la recherche qui fait qu'avec les outils que m'apporte mon savoir scientifique, je suis capable donc avec les outils autonomes que m'amène mon savoir scientifique, je suis capable de montrer que mon savoir scientifique n'est pas autonome, qu'il est hétéronome, c'est-à-dire qu'il est dépendant de mon contexte. On a ça pour toutes les histoires scientifiques. Dans tous les pays du monde, il est assez facile historiquement, historiographiquement, de raccrocher l'histoire des savoirs à l'histoire politique, ok, qui sont souvent d'ailleurs, à commencer par l'Europe, hein, l'émergence des sciences sociales européennes répond à un agenda politique, c'est évident pour Marx. Max Weber, on dit que c'est un des pères fondateurs des sciences sociales européennes, pour ne pas parler de Ibn Khaldoun. Euh, il est traversé par les soubresauts du nationalisme allemand. Euh, Durkheim est obsédé par l'idée de l'intégration nationale pour la France. L'Institut d'études libres de sciences politiques naît en France, c'est-à-dire la science politique, la discipline de sciences politiques naît euh, pour se remettre de la défaite militaire française contre les Allemands en 1871 et 1870. Donc, en fait, on n'a pas une seule science sociale qui puisse être désindexée de l'histoire politique et en particulier d'agenda nationaliste. Euh, il en est de même pour les sciences sociales en Palestine. Une vie intellectuelle universitaire existe dans la Palestine mandataire, en relais avec les universités régionales. Tout cela est pulvérisé par la Nakba, mais je rappelle à nouveau cet élément important de l'anglicisation des programmes qu'avait imposé l'occupation britannique et donc de l'anglicisation de certaines élites palestiniennes. Quand la Nakba a lieu, un grand nombre de Palestiniennes et de Palestiniens sont à la fois brillants dans l'excellence scolaire et dans la capacité de mener des études, non seulement dans les universités de la région en arabe, mais aussi dans les universités occidentales et parfois soviétiques.
Alors c'est important parce que c'est vraiment euh, aujourd'hui la Palestine, c'est 12 millions de personnes, le- le- dont la majorité n'habite pas dans les territoires palestiniens occupés. Et c'est un peu ce qu'on dit, c'est la profondeur stratégique de la Palestine. Ce sont les Palestiniens et les Palestiniens, ce sont ces 12 millions de personnes pour qui on peut nommer comme un syndrome éducatif profondément intériorisé, où l'idée de s'instruire n'est pas seulement un enjeu d'élévation sociale individuelle, c'est vraiment l'idée de survivre collectivement et individuellement. Hein, ça correspond à l'histoire, à l'expérience historique de l'éradication. Nous pouvons perdre notre terre, nous pouvons perdre nos biens, nous pouvons perdre notre argent, on peut être déplacé, on peut être déplacé, on peut être expulsé, mais l'éducation que j'ai reçue reste en nous, reste en moi. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui est spécifique à la Palestine. Hein. Dans certains lieux universitaires en Occident, l'université est presque subie par les étudiantes et les étudiants. Euh, pour la majorité des personnes palestiniennes, l'enseignement, c'est une ligne de vie. Et l'université, c'est une ligne de vie qui est conçue à la fois sur le plan individuel et aussi collectif. Alors, plusieurs autres phénomènes ont lieu après la Nakba. Concrètement, une vie intellectuelle palestinienne émerge dans l'exil parmi les réfugiés, les intellectuels qui sont déjà dans des universités occidentales, mais pas seulement. Euh, on a la naissance du Centre de recherche palestinienne à Beyrouth dans les années 70, qui est dépositaire à un moment des archives de la Nakba, c'est-à-dire de la Palestine, des Palestiniennes et des Palestiniens de avant 1948. Ces archives ont été en partie détruites et volées par l'armée israélienne lorsqu'elle a attaqué Beyrouth et l'OLP en 82-83. Une part a été restituée et ces archives sont aujourd'hui partagées dans plusieurs pays, dont l'Algérie. Une partie, j'ai appris de ces archives, en particulier cinématographiques, sont à Toulouse, en France. Et donc, il y a une certaine préservation, mais cela dans un contexte où, de par cette histoire de, d'extermination, les Palestiniens et les Palestiniens ont développé des outils historiographiques très importants depuis des dizaines d'années en termes de recueil des archives et de gestion des archives, en particulier l'historiographie orale, l'histoire orale. Donc ça, on a vraiment une excellence palestinienne sur ce plan du fait de l'histoire propre de la Palestine. Euh, je précise en fait, après 1967, lorsque l'armée israélienne ferme les frontières de la Palestine mandataire, le, il n'y a pas seulement l'exploitation au service de l'occupant et du colonisateur qui guette les jeunes, la jeunesse palestinienne, il y a aussi l'expulsion sans retour qui les guette. À ce moment-là, l'armée israélienne pratique une politique des ponts ouverts, hein, parce que ça désigne le pont qui reliait la Cisjordanie le pont Allenby qui relie la Cisjordanie à la Jordanie. Et donc la pratique de l'armée israélienne et de l'administrateur militaire israélien, c'est de mettre en œuvre son projet colonial, c'est-à-dire de maximiser les terres sous le contrôle et la possession des juifs sionistes et d'en minimiser les habitants autochtones palestiniens nommés arabes improprement, dans la mesure où ça ne peut pas servir de discriminant parce qu'un certain nombre de juifs sont arabes et des juifs arabes palestiniens existent en Palestine bien avant le sionisme. Mais il y a un intérêt, je fais une parenthèse, mais il y a vraiment un intérêt sioniste israélien à nommer les autochtones comme arabes, ce qui est une aberration anthropologique, mais cela permet aux sionistes d'englober et d'amalgamer les Palestiniennes et les Palestiniens dans une masse de 300 millions, de plus de 300 millions d'habitants arabes dans la région, euh, et ce qui permet de nier leurs droits en tant que Palestiniens sur leur propre terre. Alors je ferme cette parenthèse pour revenir en fait au destin qui guette par cette politique des ponts ouverts
la jeunesse palestinienne. Donc c'est pas seulement l'alternative, c'est pas seulement l'exploitation au service de l'occupant, c'est aussi un départ sans retour. C'est-à-dire que à ce moment, pendant longtemps, et encore aujourd'hui, les Israéliens, euh, les- les- le colonisateur israélien favorise le départ des Palestiniens et des Palestiniennes et en interdit bien évidemment le retour. Donc, si vous partez étudier à l'étranger, à ce moment-là, le colonisateur vous laisse partir volontiers dans la mesure où il contrôle votre retour et on sait qu'il va l'interdire. C'est cela qui précipite la décision de créer sur place des universités palestiniennes. Alors, ce qui est intéressant, c'est le financement des universités. Aujourd'hui, il est devenu à majorité de la part des étudiants et des étudiantes. Il y a une privatisation, alors qu'au début, l'enseignement était financé majoritairement par le public, euh, par l'argent canalisé par la diaspora, par l'Organisation de libération de la Palestine. On a vraiment un basculement. 75% des études étaient payées par le public dans les années 70. Aujourd'hui, les étudiants et les étudiantes payent 75% de leurs propres études. Euh, voilà pour cette question. Euh, concernant la production des savoirs, euh, le, les savoirs palestiniens ont toujours été, euh, ont toujours existé, y compris les savoirs scientifiques. Euh, la période du processus d'Oslo a été une période relativement a été une période de déplacement des centres de production du savoir. Une grande partie de savoir palestinien était produite à l'extérieur des frontières de la Palestine mandataire, avant le processus d'Oslo et la décennie 90. La décennie 90 voit un grand nombre de centres de recherche palestiniens et d'universitaires palestiniens revenir de l'exil à l'occasion du processus d'Oslo et augmenter, si vous voulez, augmenter ou oui, j'ai pas d'autre mot en fait, augmenter l'intensité de la vie intellectuelle palestinienne qui, de l'exil, devient proprement ancrée dans les territoires occupés palestiniens qui ont toujours été occupés. Il n'y a pas eu de changement juridique sur ce plan. Donc ça a introduit, si vous voulez, le processus d'Oslo euh, plus qu'une vivification, plutôt qu'une vivification de la production de savoir palestinien, a introduit un déplacement de l'exil vers l'intérieur de la production de savoir palestinien. Voilà. Et donc aujourd'hui, on a quelque chose comme 31 universités, plus de 200 000 étudiants et étudiantes, 230 000. Le problème étant évidemment, et le drame, que toutes les universités de Gaza ont été détruites, les trois principales et la quinzaine de collèges qui jouxtent ces universités. Euh, et donc, on a quelque chose comme de l'ordre du, euh, d'un drame absolu qui se déroule à Gaza. Et on sait bien que c'est ce qui menace aussi les universités de Cisjordanie aujourd'hui. Les, les gouvernants israéliens ne s'en cachent pas. Exactement, on est en train de voir de près ce qui se passe en Cisjordanie aujourd'hui et dans toutes les actualités qui sont en train de se passer. En fait, Monsieur Romani, vous venez de nous dire et de parler de la destruction de nombreuses universités à Gaza. On sait qu'en fait, depuis octobre 2023, on parle de plus en plus du terme scolasticide qui veut dire la destruction systématique des écoles, des universités, bibliothèques, archives, etc. Comment, en fait, définiriez-vous ce terme dans le cas palestinien et pourquoi aujourd'hui il est central pour comprendre ce qui se passe à Gaza? Oui, alors c'est un thème très important qui vient de la professeure Karman Amoulsi en 2009. Hein. Ça a été peut-être
il me semble, une des premières à avoir créé ce concept de scolasticide euh, pour montrer la destruction systématique des institutions de savoir, des mécanismes de savoir et aussi des savants, hein, en partant des écoles jusqu'aux universités. Euh, mais on parle aussi de savoirs sociaux. Par exemple, à Gaza, les Israéliens ont systématiquement ciblé, l'armée israélienne a systématiquement ciblé non seulement les universités, mais aussi les écoles, mais aussi les jardins d'enfants, c'est-à-dire les garderies, euh, d'une manière systématique, tout ce qui en fait renvoie à l'avenir collectif, à la reproduction de la société, en fait. Euh, mais non seulement cela, mais l'armée israélienne a ciblé un grand nombre de spécialistes palestiniens de certains savoirs, en particulier les savoirs médicaux, des chefs de service qui détenaient en néphrologie, en pédiatrie, en chirurgie pédiatrique, ont été systématiquement ciblés. C'était des chefs de service qui avaient une activité d'enseignement universitaire autant qu'une activité médicale, de pratique médicale. Et donc, ce sont des personnes qui ont été systématiquement ciblées, assassinées, ainsi que leurs familles. Donc, il y a quelque chose, c'est difficile en fait à imaginer. Et c'est ce qui est arrivé dans la bande de Gaza. Mais ce que dit aussi Karman Abolsi, c'est que elle dit ça en 2009, après une vague de bombardements israéliens déjà à Gaza, qui a eu lieu, qui a eu lieu à ce moment, au moment où elle écrit. Mais c'est pas la première vague de bombardements israéliens contre Gaza. Et ce n'est surtout pas la première fois que le colonisateur s'en prend aux institutions de savoir du colonisé. Dans la mesure où, et là c'est important de comprendre cela, c'est-à-dire que le scholasticisme n'est pas quelque chose qui se passe dans le vide, c'est parce qu'il accompagne un projet politique d'éradication ou de génocide de la population autochtone. Ça, c'est propre en fait à la colonisation de peuplement qui vise à l'éradication, hein, ce qu'on dit, comme dit comme disent un peu comme un miroir inversé du fantasme colonial, comme disent les gens d'extrême droite en Occident. C'est un grand remplacement réel qui est appliqué par les colonisateurs lorsqu'ils font la colonisation de peuplement, que ce soit dans les Amériques du Nord et du Sud, que ce soit en Afrique du Sud, que ce soit en Nouvelle-Zélande et en Australie, que ce soit les Français en Algérie. Ce qui est visé, c'est l'éradication des populations autochtones. Alors c'est réussi avec plus ou moins de bonheur pour les colonisateurs, avec plus ou moins de succès. Et c'est aussi le destin de la colonie de peuplement sioniste en Palestine. C'est son objet, c'est de remplacer la population autochtone par sa propre idée d'appartenir au pays et ce qu'on appelle l'auto-autochtonisation falsifiée. C'est ça l'essence du projet sioniste, qui répond à un certain antisémitisme européen. On sait bien, regardez le dernier livre de synthèse de Sonia Dayan-Herzbrun, on sait bien que c'est un projet qui est aussi chrétien, qui vient de l'Europe chrétienne blanche, le sionisme, qui permet d'accompagner le projet millénariste euh, protestant avec la possibilité pour les Européens de se débarrasser par antisémitisme des Juifs européens dont ils estiment être victimes, en fait, dont ils estiment être envahis. Et donc, ce projet sioniste a une origine chrétienne, européenne, blanche, raciste, et il est ensuite repris par des élites juives européennes qui comprennent en fait l'intérêt qu'elles ont à aller créer un État ailleurs, et où la Palestine est une option parmi d'autres, quoi. Mais on a vraiment un projet colonial de grand remplacement qui fait que lorsqu'on parle de scolasticide, on ne peut pas distinguer, en tout cas, c'est une dimension du génocide. Voilà. Et ce projet génocidaire ne commence pas en 2023 à Gaza, il commence dès les écrits de Theodor Herzl, dès la naissance du projet sioniste. Et donc c'est pour ça que
il y a une historicité longue idéologique, il y a une historicité courte avec Gaza, il y a une historicité un peu moins courte quand Karman Abulsi écrit en 2009. Les universités sont déjà ciblées, mais cette historicité, elle remonte dès 1967. Les activités d'enseignement, c'est-à-dire de production et de reproduction du savoir, qui sont aussi des opérations de production et de reproduction de la société, eh bien, ces activités autochtones palestiniennes sont ciblées par la répression israélienne. Pendant le soulèvement palestinien dès 1987, euh, les universitaires sont ciblés, les activités d'enseignement sont privées, sont ciblées, les universités sont interdites, sont fermées par l'armée israélienne pendant de nombreux mois, plusieurs fois. Les étudiants et étudiantes continuent les pratiques d'enseignement d'une manière clandestine, euh, organisée par les professeurs. Ça continue même en prison quand les activistes, quand les étudiants et étudiantes se retrouvent arrêtés. Ils s'organisent pour continuer d'être enseignés, de recevoir des formations en prison quand des personnes plus formées qu'eux ou des enseignants se retrouvent avec eux en prison. Euh, donc il y a vraiment cette obsession pour l'enseignement, pour l'éducation, et pareillement donc l'obsession pour empêcher cela de la part de l'occupation des occupants israéliens. Euh, je me souviens que, par exemple, lorsque je faisais des entrevues avec des intellectuels et des universitaires palestiniens qui se rappelaient le, comment ils vivaient pendant le soulèvement palestinien de 1987, la première intifada de 1987 à 92, eh bien, il s'entraînait à se passer des livres, des polycopiés de cours d'une manière clandestine dans la rue, un peu comme des espions, parce qu'il savait que s'il se faisait prendre avec, il serait arrêté, battu, torturé, etc., qu'ils iraient en prison, parce que la police et l'armée israélienne pourchassaient les pratiques, pourchassaient et interdisaient un grand nombre de livres qui étaient accessibles d'une manière libre à l'université hébraïque de Jérusalem. Eh bien, ces livres et tous ces savoirs étaient interdits aux Palestiniennes et aux Palestiniens. Il y avait vraiment quelque chose d'ordre héroïque dans la résistance palestinienne qui allait vraiment contre cette interdiction-là et qui donc utilisait tous les moyens possibles pour continuer, pour persévérer ces enseignements universitaires. Donc, vous voyez, il y a plusieurs manières enfin, cette, euh, cette, ce mécanisme de scolasticide a plusieurs historicités. Ce que ces historicités ont en commun, c'est qu'elles sont toutes reliées au mécanisme génocidaire. C'est-à-dire dans la mesure où je veux éliminer, éradiquer la population autochtone locale, eh bien, je vais m'attacher en tant que colon éradicateur, en tant que colonisateur, je vais m'attacher à détruire tous les moyens, tous les lieux, toutes les personnes qui, euh, qui reproduisent et qui produisent ce savoir. Nous sommes en train de parler maintenant du terme scolasticide et aussi, Monsieur Romani, vous avez parlé auparavant de sidération génocidaire, qui veut en fait dire plus ou moins un état d'immense choc face à un génocide et d'une forme donc d'inadaptation de nos mots face à l'ampleur de la violence. Quel concept en fait vous semble aujourd'hui insuffisant pour décrire la réalité palestinienne d'une part et quels nouveaux outils théoriques faudrait-il mobiliser d'autre part? Oui, oui. Alors, avant de répondre directement à votre question, j'ai oublié de mentionner tantôt l'énorme travail qui a été fait pour documenter le scolasticide à Gaza commis depuis octobre 23 par les Israéliens. Un rapport vient de sortir ce mois de juin 2026 publié par la Société des Amis des universités palestiniennes. C'est un ensemble d'universitaires essentiellement palestiniennes et palestiniens qui ont écrit ce rapport. Et donc, il est en accès libre.
C'est un rapport qui fait 187 pages, qui est éprouvant à lire, qui liste le nombre, la quantité et aussi la qualité, les effets des destructions commises par l'armée israélienne depuis maintenant 3 ans, bientôt 3 ans. C'est quelque chose qui dépasse l'entendement. Je citais tantôt 19 ou 17 universités intégralement ou en grande partie détruites. Les trois grandes universités sont toutes détruites. L'université islamique de Gaza, Al-Azhar et Al-Aqsa sont toutes détruites. La majorité des collèges, des instituts de formation courte sont également détruits. 200 employés et profs d'université, professeurs d'université ont été assassinés, pour beaucoup avec leurs familles et pour beaucoup par des assassinats ciblés. 3 recteurs ont été assassinés, une dizaine de doyens, des milliers, en tout cas un bon millier d'étudiants universitaires et d'étudiantes ont été assassinés également. Euh, mais on parle de poètes, on parle de chercheurs et de chercheuses, d'un très haut niveau de qualité universitaire. Hein, je reprends un peu les propos du rapport que je vous mentionnais tantôt, euh, qui renvoie vraiment qui donne une idée en fait de l'échelle humaine de ce scolasticide. C'est quelque chose qui est très éprouvant à concevoir et à lire, et c'est pour ça que la notion de sidération, en fait, pour répondre plus directement à votre dernière question, importe, mais lorsque cette notion de sidération est utilisée en milieu occidental, elle prend une saveur assez particulière. Je sais bien qu'on peut dire quelque chose de l'apathie, de la complaisance, de la complicité d'un certain nombre de gouvernements au Moyen-Orient, de gouvernements arabes. Mais donc, comme ici, en Amérique du Nord, je vous parle de Montréal, ce qui me choque et ce qui me concerne le plus, c'est évidemment cette notion de sidération génocidaire qui fait que un grand nombre d'intellectuels occidentaux qui se pensent habituellement comme des héros euh, du savoir vrai et désintéressé, euh, comme comme ils se pensent comme des gens pour qui il faut sacrifier sa liberté et pour mettre en avant un savoir plus vrai que les autres. Ce sont des collègues qui vraiment pour qui la liberté de penser, la rationalité, la rigueur de la démonstration, l'administration de la preuve des faits, la réalité des faits, etc. Tout ça, ce sont des dispositifs importants. Eh bien, tous ces verrous pour l'édification d'un savoir rigoureux n'ont plus cours à propos de la Palestine. Vous connaissez l'intellectuel universitaire Nada Elia qui dit, mais en fait, c'est pas une exception palestinienne, c'est plutôt une exception israélienne ou une exemption israélienne qui fait que dès qu'il s'agit en fait d'Israël, la pensée critique est abolie. Alors voilà, ça c'est une dimension de la sidération, mais il y a d'autres dimensions, c'est-à-dire que d'un point de vue assez commun, lorsque vous voyez une échelle de dévastation de ce niveau-là, quand vous voyez ce niveau de destruction, quand vous voyez la gratuité de ce niveau de destruction, il est très inconfortable pour un cerveau humain d'imaginer que la victime puisse être victime de cela d'une manière gratuite. Si vous acceptez la gratuité de la victimisation, d'un peuple ou d'une personne détruite par une oppression, cela vous menace directement dans votre propre sécurité, dans votre propre intégrité psychique. Ça, c'est important à comprendre. Ça veut dire que et donc, naturellement, l'esprit humain va avoir recours à l'outil de blâmer la victime pour se sécuriser. Si dans ma tête, je pense que la victime mérite son sort, ça me sécurise parce que ça veut dire il ne peut pas m'arriver ce qui arrive à cette victime-là, parce que moi, je n'ai rien fait alors que j'ai trouvé un argument pour dire que la victime a mérité ce qui lui arrive.
Alors ça, c'est un deuxième axe de la sidération génocidaire, hein. C'est vraiment cette idée euh, d'aller chercher systématiquement une raison pour se sécuriser soi-même psychiquement. Et un troisième niveau de sidération génocidaire, en fait, concerne cette idée que euh, on ne peut pas faire face à sa propre impuissance. C'est très difficile de faire face à sa propre impuissance et voire à sa propre complicité. Et pour résoudre ces dilemmes importants sur le plan psychique, eh bien, le recours va être à nouveau soit va être de blâmer la victime, mais va aussi produire la sidération génocidaire. Hein, c'est vraiment ça, ce sont des outils importants pour comprendre l'apathie, l'impuissance, la complaisance des héros de la vérité occidentaux dans les universités. J'aime beaucoup un intellectuel palestinien universitaire, Abdel Jawad Omar, euh, vient d'écrire un essai important où il parle de stupidité morale. Ça, c'est un autre concept qui m'importe. Il va plus loin que il discute un peu de l'apathie des intellectuels et en partie des universitaires occidentaux face à ce qui se déroule sous leurs yeux, devant leurs yeux, d'une manière ultra documentée, comme on pouvait cacher un peu le génocide nazi des Juifs d'Europe. Il y avait la possibilité pour un grand nombre de personnes de dire on ne savait pas, mais là, c'est difficile de dire on ne sait pas. Et donc, ça accroît un peu cette dissonance cognitive entre ce qui est mis devant nos yeux et ce que nous sommes capables de penser. Et donc, Abdel Jawad Omar dit la notion de lâcheté morale que met en avant Ilan Pappé pour expliquer l'apathie des intellectuels occidentaux et des universitaires occidentaux, cette notion de lâcheté morale, c'est-à-dire une peur qui n'est pas dépassée, un manque de courage. Abdel Jawad Omar dit cette notion de lâcheté morale n'est pas suffisante pour comprendre ce qui se passe. Chez les intellectuels occidentaux, euh, il parle de stupidité morale pour montrer que devant le sionisme et ses crimes, beaucoup d'universitaires sont mis en incapacité intellectuelle de comprendre l'énormité de ce qui se passe, malgré la documentation indiscutable du massacre. Et ils sont réduits un peu comme des robots à répéter des tropes qui sont toujours les mêmes tropes, hein, c'est-à-dire ah, mais c'est compliqué, ah, mais c'est un conflit religieux entre deux parties qui exige de nous une neutralité distante. N'ayons pas l'air de prendre parti en nommant et luttant contre un génocide dont nos gouvernements sont complices, mais restez assurés de notre engagement pour la vérité au service du bien commun. Voilà, enfin, c'est un peu le tissu de contradictions morales et intellectuelles qui résume la posture en fait des intellectuels occidentaux les moins sionistes en fait, les plus libéraux. Un autre concept important, c'est rappeler l'historicité des génocides et du génocide, euh, c'est-à-dire que la colonisation et le colonialisme ont une dimension génocidaire, en particulier en ce qui concerne les colonisations d'implantation. Euh, il y a tout un débat qui existe dans l'historiographie des génocides et des colonisations depuis les années 2000. Et ce qui nous est rappelé, en fait, c'est un peu comme une injonction qui est faite à la recherche et aux chercheurs et aux chercheuses, c'est de dire que il y avait une manière coloniale de penser les génocides. Et donc, cette manière de définir les génocides d'une manière coloniale, c'est-à-dire qui exonère les histoires coloniales de penser leur pratique génocidaire, eh bien, cette manière de penser les génocides doit être décolonisée. Hein, on nous dit, voilà, aujourd'hui, il faut décoloniser la définition de génocide. C'est un peu ce que nous force en fait à faire le,
à faire c'est ce que nous pousse à faire, c'est ce que nous force à faire, nous, intellectuels. Nous sommes obligés de faire ce travail devant ce que nous observons en Palestine. Voilà. En fait, je vais revenir encore un peu au sujet des médias et des institutions occidentales, mais pour rester au sujet de Gaza. En fait, dans vos travaux, M. Romani, vous insistez sur l'idée que le génocide à Gaza ne peut pas être compris comme un événement isolé qui a en fait commencé en octobre 2023, mais plus comme une accélération d'une structure coloniale plus longue. Comment replacer cette violence actuelle dans l'histoire longue du colonialisme d'implantation en Palestine? Oui, alors là, ça me permet il y a un lien évident avec les éléments de ma réponse précédente. C'est qu'il y a une historicité aux colonisations. Vous connaissez un peu le texte de Aimé Césaire, hein, qui dit, mais ce que n'ont pas pardonné les Européens aux nazis, c'est que les nazis et les Allemands ont massacré leur propre population blanche et qu'en ce faisant, ils ont exterminé, ils ont appliqué à une partie de leur propre population le traitement qu'ils font subir au reste du monde colonisé depuis plusieurs siècles, qui est un traitement exterminateur. Alors, évidemment, l'enjeu ici, c'est les historiens un peu précis vont dire, attention, il ne faut pas dissoudre la spécificité de la notion de génocide, mais c'est pas du tout ce que font un certain nombre d'historiens et d'historiennes qui disent, il y a un certain nombre de trajectoires coloniales qui sont réellement éradicatrices, c'est-à-dire qui sont documentées. Et donc, euh, pour la Palestine, Fayez Say avait analysé les textes et les pratiques sionistes hein, dès 1965. Il avait publié un texte sur le projet sioniste dans, à l'Institut d'études palestiniennes, justement. Euh, et, euh, et donc, il avait noté l'intention éradicatrice coloniale derrière le projet sioniste. Il avait, puis aujourd'hui, avec les carnets qui sont aujourd'hui accessibles, qui ne l'étaient pas en 65, les carnets intimes de Théodore Herzl, les biographies non éditées de Ben Gourion, les historiennes savent bien que la Palestine était optionnelle dans le projet sioniste, que d'autres pays étaient envisagés, que la Palestine était envisagée comme une colonie de peuplement au service stratégique de l'Europe coloniale, comme une pointe avancée de la civilisation européenne au milieu de barbares autochtones, hein, je reprends les termes de Herzl, dont il est déjà prévu de les faire partir quand leur simple existence est même reconnue. Alors, on a un peu cette historicité, et c'est important donc aujourd'hui de dire, de montrer que le génocide ne commence pas avec les bombes, il commence avec le stylo, avec le cerveau, avec la négation de l'existence d'un peuple palestinien, avec le projet de les remplacer quand ils sont reconnus. Euh, il commence avec l'économie aussi, et donc pas seulement avec l'armée. Euh, et donc, on a une trajectoire coloniale qui est éradicatrice dès le départ, qui est génocidaire dès le départ. Et c'est pour cela que l'on observe à Gaza depuis octobre 23, non pas quelque chose qui est nouveau, qui serait de l'ordre d'un génocide, mais une accélération d'un projet génocidaire qui existait auparavant. Alors ça, c'est le plus important à comprendre et à faire comprendre. C'est que le caractère génocidaire de la colonisation de la Palestine existe dès le départ du projet sioniste européen et, euh, et supporte des vagues plus ou moins accélérées, militarisées, brutales, euh, de 1917 à aujourd'hui. Exactement, Monsieur Romani. En fait, dans un texte que vous avez écrit, un texte très intéressant publié sur Pivot, vous faites en fait un parallèle entre Tiohtià:ke, j'espère que je l'ai bien prononcé, le nom autochtone de Montréal, et Najd, village palestinien détruit en 1948. Pourquoi, Monsieur Romani, est-il important de penser ensemble la Palestine, d'une part, et les histoires autochtones du Canada ou du Québec, d'autre part? Oui, alors la réponse à cette question est contenue dans ma réponse précédente, dans la mesure où dans les deux cas, en fait, c'est un colonialisme d'implantation éradicateur, génocidaire, qui se déploie
au Canada et au Québec. Au Canada, il a eu plus de succès euh, qu'en Palestine, dans la mesure où les autochtones n'ont pas réussi à résister autant au- à l'invasion et à l'occupation et à la colonisation européenne qu'en Palestine. Voilà, je dirais presque la difficulté israélienne, c'est de mettre en place un plan de- d'éradication et d'occupation, comme le faisaient les Européens quand ils envahissaient des nouvelles terres à partir du XVIe siècle, et qui pouvaient massacrer sans caméra. Alors là, aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué pour le projet israélien, mais des autochtones des Amériques, de Nouvelle-Zélande, d'Australie, et d'Amérique du Sud, vous diraient que aujourd'hui, comme hier, comme avant-hier, la colonisation dont ils sont victimes est toujours aussi prégnante, elle est toujours aussi féroce. Euh, les autochtones du Canada sont rendus à 3, 4 ou 5% du nombre d'habitants du Canada, mais ils constituent presque un tiers, un peu plus d'un tiers des personnes qui sont en prison. Cela n'en compter le fait que les réserves dans lesquelles ils sont entassés sont aussi des espaces très restreints, en fait, de concentrationnaires quasiment, où beaucoup d'ailleurs manquent d'eau potable. Donc, non pas qu'il soit interdit de sortir de leurs réserves, mais sortir de leurs réserves a un coût social, économique, etc. pour eux. Alors, on a une trajectoire de colonisation éradicatrice au Canada euh, qui, euh, qui, euh, qui est extrêmement prégnante encore aujourd'hui. C'est-à-dire que du point de vue de la population autochtone, rien n'est fini. La lutte est permanente. Et de même pour la population palestinienne de Palestine, en fait. La lutte est permanente et les gains israéliens sont beaucoup plus difficiles, sont beaucoup plus disputés. La résistance armée est beaucoup plus forte. La résistance non armée est non moins forte. Donc c'est ce qui rend extrêmement fébriles les Israéliens dans la mesure où ils sont en train de perdre. Hein, vous voyez bien la dynamique de fin d'empire qui guette Israël et le soutien occidental et états-unien à Israël. Monsieur Romani, vous avez longtemps évoqué l'arrivée tardive des théories du colonialisme ou, en français, colonialisme de peuplement dans le champ universitaire francophone. Pourquoi, en fait, ce retard existe-t-il et qu'a-t-il empêché de voir dans le cas de la Palestine? Ah oui, alors euh, plusieurs précisions s'imposent. Ce qui est nouveau, parce que les autochtones ont toujours compris très vite le sort qui leur était réservé. Donc, pour eux et elles, universitaires ou pas universitaires, la compréhension de ce qui était en train d'arriver et de leur arriver était évidente. Donc, il y a une théorisation autochtone de la colonisation génocidaire et du refus, qui évidemment est antérieure à ce qu'ont accepté de penser les universitaires occidentaux. Cela dit, ce qui m'importe le plus, c'est la reconnaissance tardive du caractère génocidaire du colonialisme de peuplement. C'est ça qui est nouveau, hein. C'est lorsque Patrick Wolf, euh, comment dire, vulgarise et synthétise pour un public universitaire occidental son fameux essai en 2006, euh, le, sur le colonialisme de peuplement et l'élimination des autochtones comme étant une structure et non pas un événement. C'est un texte très important. Il compare la Palestine, le destin d'autochtones en Amérique du Nord et il explique en fait que ce qui relie en fait ces trajectoires coloniales, c'est l'idée de l'élimination
dont il dit qu'elle est parfois génocidaire. Alors tout de suite, des intellectuels autochtones disent non, non, la colonisation, pour nous, elle est systématiquement génocidaire et parfois éliminatrice. Enfin, donc il se fait tout de suite un peu reprendre par des intellectuels autochtones qui lui disent dès le départ, en fait, cette notion de colonisation, elle est génocidaire. Et donc le problème, vous avez une intellectuelle importante au Canada qui s'appelle Tamara Starblanket, qui a écrit un livre en 2019 qui s'appelle Suffer the Little Children. Elle fait l'histoire du droit et en particulier l'histoire euh, du droit et l'histoire de l'infraction de génocide telle qu'elle a été amenée par le juriste polonais Raphaël Lemkin aux Nations Unies. Et donc elle montre en fait que dès le départ, les Occidentaux ont essayé d'enlever un peu les dents de cette infraction de génocide pour lui enlever cette imputabilité coloniale. Et elle montre en fait que le Canada n'a accepté de signer cette convention de 1951 contre et pour la prévention des crimes de génocide qu'à condition que soient enlevés de cette définition les fameux génocides culturels dont étaient à ce moment-là encore victimes les autochtones du Canada, qui habitaient au Canada. Et donc, ce, ce que montre Tamara Starblanket, c'est à nouveau cette nécessité de décoloniser cette notion de génocide telle que c'est imposée dans les cénacles occidentaux à travers les Nations Unies pour qu'elle soit capable de prendre en compte les histoires coloniales passées et présentes. Et le passé, c'est le présent pour tous les peuples colonisés encore aujourd'hui, des Amériques, du Nord et du Sud, pour les Palestiniennes et les Palestiniens, pour les autochtones d'Australie et de Nouvelle-Zélande. La colonisation est toujours là. Il n'y a pas de post-colonialisme pour eux. Les colons ne sont pas partis. Donc, donc, il y a une actualité, en fait, à la dynamique coloniale et à la dynamique éradicatrice, y compris dans le versant culturel de l'éradication des savoirs, hein, ce qui nous ramène donc à l'enjeu que constituent tous les lieux éducatifs, tous les mécanismes éducatifs qui permettent de transmettre une culture et dont évidemment le colonisateur est intéressé à la destruction. Monsieur Roman, ici, on veut revenir au sujet des médias et des institutions occidentales. En fait, vous avez beaucoup parlé et critiqué la manière dont ces médias occidentaux parlent de conflits, de neutralité ou de crise humanitaire. En quoi, en fait, ces mots peuvent-ils contribuer à dépolitiser, voire à masquer la réalité coloniale et génocidaire? Oui, alors ça renvoie aux habitudes de pensée et de se penser dans la sidération génocidaire, hein, de refuser de voir ce qui se passe parce que c'est trop insécurisant pour soi, de refuser de voir sa propre complicité parce que personne ne veut admettre qu'il participe à une dynamique d'oppression. Et donc, vraiment, cette idée et cette habitude de penser que l'on a de mettre à distance ce qui se passe en Palestine, un peu, je dirais, d'une manière très coloniale, en fait, ou très ethnocentrique, ou très orientaliste, hein, de dire, voilà, de se laver un peu les mains sur le plan historique, grâce à quelque chose qui s'appelle vraiment l'ignorance épistémique, de voir de ne pas voir, en fait, d'avoir appris à ne pas voir la participation occidentale directe dans le projet sioniste, de par l'antisémitisme européen, de par le soutien au sionisme pour se débarrasser des survivants du génocide européen contre les Juifs. Euh, donc, il y a quelque chose d'important qui se joue, en fait, où pour beaucoup d'Européens et d'Européennes, euh, au lieu de penser le mécanisme qui conduit à un génocide, la facilité a été choisie de ne choisir que les victimes juives de l'histoire européenne d'un génocide. Parce que ça fait partie de l'histoire européenne. Le plus grand génocide européen a été commis contre les Juifs.
bien qu'ils n'étaient pas les seules cibles du génocide nazi. Eh bien, face à cela, face à cette histoire, soit vous raisonnez par rapport aux victimes et donc vous dites, ah bah, il faut protéger les Juifs, quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils pensent, quelles que soient leurs affiliations politiques, etc. Ou alors, vous pensez en termes historiographiques, enfin en termes historiques, en termes politologiques aussi, vraiment, de comment un mécanisme tel que le génocide des Juifs d'Europe a eu lieu. Et donc là, vous désindexez l'analyse de la victime et vous pensez l'histoire européenne sur le temps long. Et vous comprenez à ce moment-là que euh, la génocidité européenne ne commence pas récemment. Elle a été commise contre bien d'autres minorités européennes, que les lois du sang propre qui organisent l'expulsion et la persécution des Juifs et des musulmans en Europe commencent au XVIe siècle en Espagne dans ce qui est aujourd'hui l'Espagne et le Portugal, qu'un grand nombre d'États européens se sont créés en éradiquant des ethnies et des communautés culturelles entières. Et donc, on a quelque chose de beaucoup plus profond qui appartient à l'histoire européenne, mais qu'on a appris à ne pas voir. À partir de cette ignorance épistémique organisée, à partir de cette stupidité morale que je reprends, concept que je reprends de Abdel-Jawad Omar, eh bien, on a un certain nombre d'euphémismes qui peuvent se mettre en place pour protéger notre propre psychisme, où on va symétriser la victime et son bourreau en disant, voilà, ce sont deux parties symétriques à un conflit. Donc il faut juste qu'ils se parlent, il faut juste qu'ils soient un peu moins violents. Donc là, voilà, ça c'est une négation de la structure historique du colonialisme, lorsqu'on arrive à penser ça. Et donc une autre manière de s'en sortir, en fait, sur le plan de l'intégrité psychique et morale, c'est de humanitariser les Palestiniens au lieu de les humaniser. C'est-à-dire de considérer qu'il faut amener des sacs de riz, des miettes et de l'eau et les plaindre et pleurer avant de voir le mécanisme politique qui les afflige. Et à partir du moment où on les humanise, eh bien, on fait rentrer l'analyse politique. C'est-à-dire que toute oppression génère une résistance. La résistance, y compris par les armes, en fait, existe dans les normes internationales. La résistance à l'oppression. Et ça, ce n'est pas pensable et pas pensé, ni par les médias, ni par un grand nombre de chercheuses et de chercheurs, mais parce qu'ils sont contraints par la censure politique. Si vous commencez à... moi, aujourd'hui, je ne peux pas travailler. Si je me mets à interviewer des personnes de la résistance islamique, eh ben, je m'expose aux foudres de, de la censure, et de la répression des polices occidentales qui vont m'accuser en fait d'être complice de, de, de la résistance armée palestinienne. Voilà. Alors que ces mêmes entités politiques occidentales n'ont aucun scrupule pour envoyer des armes en Israël, en fait, aux colonisateurs qui génocident. Donc voilà un peu l'état médiatique très pauvre. En fait, mais je dois dire que enfin, je connais peu de personnes qui, aujourd'hui, s'informent par les médias officiels, qu'ils soient gouvernementaux ou appartenant à des milliardaires. Les médias officiels occidentaux, ne peuvent pas être considérés comme sérieux pour s'informer sur ce qui se passe, au Moyen-Orient, comme on dit en Asie de l'Ouest, en Asie occidentale. Euh, L'information sérieuse sur l'Asie occidentale ne peut pas provenir des gouvernements et des médias institutionnels occidentaux. Oui, monsieur Romani, en fait, pour conclure, vous avez parlé de voix de résistance et de solidarité, mais aussi vous venez de parler
de censure. Donc, dans ce contexte de censure et de pression institutionnelle et de criminalisation de la parole pro-palestinienne, quel rôle peuvent encore jouer les universitaires, les chercheurs et les intellectuels dans la défense de la vérité historique et de la justice pour la Palestine? C'est une excellente question. Euh, nous sommes dans des lieux de production et de reproduction de la colonialité dans nos universités. Et donc, travailler contre le présupposé de ces lieux ne peut être que conditionnel, précaire, vain, fait avec humilité. Mais nous n'avons pas d'autre choix, ne serait-ce que pour faire archiver, que pour faire, pour constituer une archive de ces luttes, et que jamais l'on ne puisse brandir l'argument du contexte. Donc tout le monde était pour. Non, tout le monde n'était pas pour. Euh, il y a eu des luttes et des sacrifices et des contre-discours qu'il faut documenter. Il y a eu des résistances et nous les archivons. Un autre point est la dimension individualiste produite par le colonialisme. Le colonialisme divise, compartimente, segmente, euh, coupe du passé, coupe de ses semblables, coupe du futur. En particulier, beaucoup de profs d'université pensent qu'ils sont irremplaçables, comme des héros individuels de la méritocratie individualiste. Et à contrario, dès que nous faisons des actes collectifs, nous proposons un baume réparateur profondément anticolonial à la folie individualiste, coloniale et capitaliste. Et c'est ce que s'efforce de faire un grand nombre de collectifs. Euh, donc j'encourage en fait les auditeurs RIS à aller consulter ce que font la Société des Amis des Universités palestiniennes, à consulter le dernier rapport sur le scolasticide, à voir qu'il existe des initiatives d'aide directe et indirecte à la Palestine et aux universités palestiniennes. Et évidemment à se parler entre eux, entre collègues. Sur ce, Monsieur Romani, je vous remercie. Je vous remercie beaucoup de la part de de tout l'Institut des études palestiniennes. Ce fut un plaisir de pouvoir entreprendre cette entrevue avec vous. On vous remercie pour tout le travail que vous êtes en train d'effectuer, en espérant pouvoir faire une entrevue très bientôt avec vous à Beyrouth en présentiel. Mais c'est moi qui suis honoré, qui vous remercie et qui vous encourage pour tout votre magnifique travail. Merci beaucoup, Monsieur Romani. Merci beaucoup.